Alors là, vous le voyez. Mais vous ne le voyez pas en plein... Là, c'est bon. Vous le voyez en plein écran, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est parti. Alors, Christopher Alexander. Donc ce cours, en fait, je l'ai intitulé « Contre l'individualité et l'intuition ». Et vous voyez que ça résonne avec le texte que vous avez lu. Alors, Christopher Alexander est né en 1936 à Vienne et il vit encore. Il est né en Autriche, mais il a fait sa formation, il a vécu longtemps en Angleterre. Et il est d'abord mathématicien, c'est important de le savoir. Ensuite, il a fait des études d'architecture et d'anthropologie. En 1964, il fait une thèse qui est publiée sous le nom de la synthèse de la forme. Après son diplôme, il séjourne pendant plusieurs années dans un village en Inde et il voyage beaucoup à la recherche de l'architecture vernaculaire. Et pendant toute sa vie, il travaille sur la question de la conception architecturale et urbaine en essayant de rationaliser le processus de conception. Donc, vous voyez, c'est un peu cette articulation entre les maths et l'architecture qui vont le conduire à essayer de rationaliser les choses pour donner des outils de conception aux architectes. Il dit, tant que les architectes se complaisent dans des conceptions, notions préconçues pour se faire une idée des problèmes à résoudre, ils se trompent royalement et créent des monstres. Donc ça, c'est bien cette notion comme ça de système A et système B, hein, de conception préconçue pour se faire des idées des problèmes, une idée des problèmes à résoudre. C'est-à-dire que pour lui, en fait, les problèmes à résoudre, ils sont dans le contexte, ils sont dans l'existant, et ils ne sont pas pensés par l'architecte lui-même. Il dit n'importe quel problème de conception contient un nombre de variables absolument phénoménal. J'ai calculé le chiffre, c'est un quintillion. Et donc, il y a tout un certain nombre de sous-ensembles de variables. Il dit c'est trop pour notre cerveau, Dieu merci, le bon sens peut en éliminer la plupart, mais pour les variables restantes, il vaut mieux organiser une hiérarchie de sous-systèmes. C'est un peu ce travail-là qu'il va essayer de faire, de hiérarchiser des sous-systèmes, essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est un esprit très mathématique et qui essaie de rationaliser les choses. Et donc, ce qu'il fait à travers ça, c'est qu'il remet en question l'idée qu'il puisse y avoir une création ou une invention originale, individuelle. C'est-à-dire que chaque individu crée une nouvelle invention. Donc que l'architecte soit celui qui va créer ex nihilo. Et donc il va beaucoup étudier les formes culturelles, que ce soit des formes artistiques, littéraires, juridiques, transhistoriques, des types et des modèles, pour essayer d'en tirer des types et des modèles. Voilà, donc là, j'ai mis une image de la maison Mosgoun qui cite au Cameroun, où il étudie la manière dont à la fois les gens vivent, cuisinent et organisent l'espace de réserve des nourritures. Pour lui, en fait, et vous l'avez bien compris dans le texte, c'est que le processus de conception transcende les contributions individuelles. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une conception qui va évoluer au fil des temps et au fil de l'organisation des sociétés,
Et finalement, la valeur d'une œuvre singulière ne réside donc pas dans une originalité qui consisterait à s'éloigner de tout ce qui est connu, mais au contraire, dans le fait d'approcher, de se conformer le plus possible au modèle culturel et à le révéler en dépassant ses incarnations antérieures. Donc, ça voudrait dire que l'architecte se situe dans un processus sur le très, 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 très long terme. Et encore une fois, on a vu un très bel exemple au Yémen où il y a une pensée spatiale, constructive, architecturale, à partir de laquelle on peut imaginer d'autres types de développement. Et donc se fonder sur un véritable modèle culturel pour le continuer et créer autre chose. Alors évidemment, derrière ça, hein, vous l'avez bien compris, avec le système A, système B, etc., eh bien, il critique cette rupture qu'a opérée l'architecture fonctionnaliste et qui a voulu à un moment effacer complètement tous ces modèles culturels pour créer quelque chose de neuf, donc cette architecture nouvelle dont Le Corbusier est un des porte-paroles, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on met entièrement Le Corbusier à la poubelle. Hein, voilà. Mais alors, il a écrit plein de livres. Les deux plus importants, on va dire, alors, de la synthèse de la forme qui est sorti en 1964, qui est en 1964 en anglais, en version originale, 1971 en France, traduit en français. C'est sa thèse de doctorat. Ensuite, un livre qui est vraiment, je dirais que c'est un best-seller, hein, il est encore énormément vendu, qui s'appelle A Pattern Language, dont je vais pas mal vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il est à la bibliothèque et c'est vraiment un ouvrage qui est tout à fait intéressant et important. Et puis après, d'autres livres, alors celui-là sur les tapis, c'est beaucoup intéressé aux tapis, je vous en parlerai un petit peu après. The Nature of Order, qui est en 3 ou 4 volumes, 4 volumes, je crois. Voilà. Et puis, il a écrit aussi beaucoup d'autres livres. Enfin, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui fait beaucoup de conférences. Maintenant, il est évidemment assez âgé. Mais le texte que je vous ai fait lire, vous voyez, date de il n'est pas daté, mais d'il y a quelques années, 2014. Alors, dans la synthèse de la forme, on va rester là-dessus, dans la synthèse de la forme, il fait la différence entre deux types de civilisations. Alors, ce n'est pas la A et la B, mais c'est la civilisation naturelle et la civilisation consciente. C'est tout à fait la même idée. Et ce qui l'intéresse, c'est la méthode employée pour faire des objets et des constructions. Alors, la civilisation naturelle, c'est une façon de bâtir qui est fondée sur le fait que chaque homme construit sa maison, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de dessin, les gens répètent les modèles de la tradition, et dans cette civilisation, on apprend, donc les étudiants, on apprend progressivement, comme on apprend à monter à bicyclette ou à nager. Donc les règles sont révélées au fur et à mesure en faisant des corrections. Quand on apprend à nager, on apprend à faire du vélo, eh bien, on apprend en faisant. On s'améliore au fur et à mesure, on arrive à comprendre, on améliore le système, l'équilibre, et on avance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans un livre, c'est quelque chose que l'on fait directement. Par contre, dans la civilisation consciente, eh bien, l'apprenti, l'étudiant, apprend bien plus rapidement parce qu'il se fonde sur des principes généraux, sur des livres,
et on lui enseigne très rapidement les règles positives et les règles négatives, ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà. Et donc, après, eh bien, il applique ces règles. Et donc, dans la civilisation naturelle, la même forme se refait maintes fois et elle évolue au fil du temps, alors que dans la civilisation consciente, finalement, l'architecte, le concepteur, eh bien, crée une forme nouvelle à chaque fois. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça rejoint un peu cette différence que faisait non, le nom m'a échappé, Claude Lévi-Strauss, pardon, que faisait Claude Lévi-Strauss sur l'ingénieur et le bricoleur. Il disait l'ingénieur est celui qui apprend dans les livres et qui sait comment il faut faire, alors que le bricoleur est celui qui fait avec ce qu'il a sur place. Il ne va pas chercher des matériaux qu'il n'a pas. Il va essayer de construire avec ce qu'il a sous la main. Et donc la civilisation, donc dans la civilisation naturelle, eh bien, elle évolue par imitation et par correction, alors que la civilisation consciente, eh bien, elle fabrique des formes qui font l'objet de normes, et c'est à partir de ces normes que l'on va concevoir. Et donc, pour Christopher Alexander, le problème de la conception, c'est donc de trouver une bonne adéquation entre la forme et le contexte. Il dit comme une chaussure va au pied. Vous voyez, le pied, c'est le contexte, et c'est qui va nous donner le problème à résoudre, hein, selon qu'on a un gros pied, un pied fin, etc. Et la conception, l'objet, la forme, eh bien, c'est la chaussure. Et donc, la forme, c'est la solution au problème. Et c'est le contexte qui définit le problème. Ça, c'est important, en fait. C'est le contexte qui définit le problème. Et il dit, tant que les architectes se complaisent dans des conceptions, notions préconçues pour se faire des idées des problèmes à résoudre, ils se trompent royalement. Voilà. Et donc, pour ça, en fait, il s'intéresse beaucoup à l'ethnographie, hein, comme quasiment tous les personnages de cette époque dont je vous ai parlé pendant ce cours. Et pour lui, notamment l'Inde a été un élément très fondateur. Alors, à travers alors il s'est beaucoup intéressé au tapis. Dans ces exemples de tapis là que je vous donne, hein, qu'il donne lui-même, hein, on a un tapis A et un tapis B. Dans le tapis A, on a des motifs qui sont posés sur un sol, sur un fond, pardon, sur un fond uniforme. Et dans le tapis B, on a des motifs qui sont posés sur une trame. Et donc, il montre que dans ces deux tapis, eh bien, on a une conception complètement différente, dans la mesure où, dans le premier, en fait, les objets sont dissociés les uns des autres et sont uniques. On peut rajouter des objets de formes différentes dans un contexte qui est finalement neutre, alors que dans le deuxième, les objets sont posés au regard de ce contexte, on pourrait dire, qui est, lui, organisé et tramé. Et donc, l'objet s'adapte à son contexte. Voilà. La raison pour laquelle il dit, en fait, le tout n'est plus un assemblage de parties, mais un champ de force. Dans le premier, en fait, on a des objets qui sont un tapis qui est un assemblage d'objets.
alors que dans le deuxième, considère qu'on a un champ de force, une contrainte, une trame, dans lequel les objets sont positionnés. Alors, dans son livre The Nature of Order, donc, qui est un livre assez récent, qu'il écrit de 2001 à 2004, il va montrer comment, comment des constructions, donc là, il va s'intéresser aux très grands bâtiments, comment des bâtiments peuvent répondre à cette question de l'articulation entre des individualités et un espace collectif. Alors, vous verrez après, en fait, ce qui est assez particulier dans les démarches de Christopher Alexander, c'est qu'il va autant s'intéresser à des grands territoires, à des systèmes régionaux, territoriaux, des paysages, qu'aux détails de mobilier. Et il montre là, à travers les quelques exemples que je vais vous donner, comment une grande structure peut à la fois produire une manière de vivre ensemble et un espace complètement collectif. Donc là, il prend la grande halle de Eschine, qui est l'université dans laquelle, qui est en Angleterre, l'université dans laquelle il enseigne. Et ici, alors ce que vous voyez en fait dans ce bâtiment-là, c'est que c'est à la fois un énorme bâtiment, donc une très grande structure, vous le voyez en coupe, et en même temps, c'est de manière assez classique, hein, sur un plan un peu basilical, eh bien, on voit qu'on a des bas-côtés, des colonnes qui redéfinissent possiblement des petits espaces cloisonnés, et qu'en coupe, on a ce grand espace central avec des espaces latéraux. Et donc, on a une hiérarchie des espaces qui intéresse à la fois le minuscule et l'individu, l'ensemble remis dans un schéma global. Alors ici, un bâtiment auquel il a contribué avec un autre architecte, Black, qui est un grand espace, je crois que c'est un bâtiment central du campus de Eschine. Et il montre comment, dans ce bâtiment qui extérieurement paraît tout à fait banal, hein, une grande structure, toute simple, toute lisse, sans sophistication volumétrique, à l'intérieur, la charpente, elle, crée de la complexité. Pardon. Et si on regarde le schéma en plan, eh bien, on retrouve la manière dont la structure crée de l'épaisseur sous la forme de ces niches, et donc produit ce qu'il appelle des espaces positifs qui peuvent être appropriés par les habitants et qui peuvent évoluer en fonction des besoins, des usages ou programmatiques ou autres. Et donc, il y a des systèmes de petites alcôves comme ça qui sont liées qui sont permises par cette espèce de décalage ou cette épaisseur de la structure qui compose l'organisation du bâtiment. Et en même temps, cette charpente, vous voyez qu'elle est
totalement décorative, c'est-à-dire que chaque élément contribue à une dimension très spécifique du lieu. C'est quelque chose qui n'est pas standardisé, au contraire, qui a été vraiment dessiné particulièrement pour ce bâtiment-là. Donc il y a aussi tout un discours sur le décor, etc. Sur la spécificité de la conception contre l'universalité d'un type sans contexte. Toujours dans ce livre Nature of Order, il montre, alors ici il prend l'exemple de Berkeley aux États-Unis, et il montre deux systèmes d'organisation de la ville. Le premier, en fait, qu'il appelle unhealthy, c'est-à-dire contre la santé, là. Et avec un système de routes en rouge, donc les routes, en jaune, les trottoirs, et en vert, le découpage des parcelles, donc quelque chose qu'on connaît très bien, qui est très fondé sur les normes du XXe siècle, hein, et la manière dont ce système pourrait être complètement modifié avec un nouveau type de normes qui viendrait organiser les espaces de la voiture et l'espace du piéton de manière différente, avec des poches de voitures qui viennent distribuer les maisons, et un système jaune, un système piétonnier de jeu pour les enfants ou pour se promener en sécurité dans le quartier, ou avec des lieux de rencontre, etc., qui viennent se diffuser dans le quartier. Voilà, juste pour vous montrer les différentes échelles auxquelles il s'intéresse. Alors maintenant, on va parler de pattern language. Donc, je vais vous présenter plusieurs exemples. C'est un gros travail, hein, c'est un livre qui fait, je regarde, il fait 1170 pages, dans lequel il présente 253 patterns. Alors, qu'est-ce qu'un pattern? Un pattern, en fait, c'est un motif, une configuration, voilà, qui relie une solution à un problème dans un contexte. Donc, il fait ça avec toute une équipe, hein, il fait bien sûr pas ça tout seul, avec ses collègues de l'université de Berkeley, là, avec lesquels il enseigne. Et ils vont, d'une certaine façon, scanner l'histoire humaine en quête de situations archétypales ou de patterns qui conjoignent un contexte, un problème et une solution. Alors, ça se présente un peu comme un dictionnaire. Donc, il y a 94 chapitres qui suivent 15 échelles différentes. Alors, il y a des questions d'échelles différentes, de la région à l'espace de rencontre. Il y a 13 chapitres sur la conception du bâti isolé ou groupé, et 8 chapitres sur les détails d'architecture. Donc, c'est bien cette idée qu'il a que, finalement, tout l'espace dans lequel on vit, quelle que soit son échelle, peut être appréhendé de la même façon. Alors, on va en prendre un certain nombre et on va les observer. Alors, comme dans un dictionnaire, hein, chaque item, chaque pattern, chacun de ces 253 patterns porte une notion. Alors là, par exemple, je commence par Identifiable Neighborhood.
donc un quartier repérable, identifiable. Donc, il commence en général toujours une organisation un peu similaire. Il commence en général par une photo, qui est une photo d'un espace extrêmement positif, hein, dans lequel on a une appropriation des lieux, et donc cette relation entre la forme de l'espace et l'appropriation par des humains, par des gens. Ensuite, une critique. Par exemple, là, en fait, il dit les gens ont besoin d'un espace identifiable, un espace auquel ils appartiennent. Et là, il montre les patterns d'aujourd'hui détruisent le quartier. Et donc, souvent, il montre un exemple complètement négatif issu de cet urbanisme fonctionnaliste. Et après, donc ça, c'est toujours identifiable neighborhood. Et après, en fait, il va essayer, lui, de rationaliser les choses sous forme de petits croquis. Et vous voyez, quand je vous parle de petits dessins pour vos carnets de dessins que je relèverai à la fin du cours, hein, eh bien, vous voyez que ce ne sont pas des jolis croquis, mais ce sont des dessins, par contre, qui ont un véritable sens. C'est-à-dire que là, à travers, alors il s'intéressait beaucoup à la théorie des ensembles, hein, et donc là, à travers ce petit dessin, il essaie de réfléchir à la dimension, l'échelle du quartier, l'échelle pertinente du quartier. Il arrive à l'idée que le diamètre devrait faire 300 yards avec une population maximum de 500 habitants. Après, dans ce dessin, ce qu'on voit, en fait, c'est que la question, c'est la relation entre ces sous-ensembles. Et donc, c'est dans ces interfaces entre ces sous-ensembles que, finalement, se pose une question de conception. Alors, chaque pattern termine par un certain nombre de patterns auquel il est relié. Et donc, le pattern language se présente comme c'est comme une encyclopédie, hein, où à la fin ou à chaque mot, il y a des renvois à d'autres mots. Et c'est finalement en tissant les liens entre ces différentes échelles et entre ces différents patrons, enfin, ces différents patterns, que l'on peut naviguer à travers le livre. Alors, Identifiable Neighborhood renvoie à Neighborhood Boundary, donc limite du quartier. Donc là, encore une fois, il commence par une photo qui montre qu'il y a une frontalité du quartier et un espace public. Donc, on pourrait considérer que l'on a les limites d'un quartier qui sont définies par ce petit parc. Ensuite, il montre cet exemple cellulaire qui fait que chaque quartier peut être comparé à une cellule entourée de ses murs. It's a place in its own right, ça veut dire c'est un espace avec ses propres droits, voilà, avec une espèce de communauté. Et là, il montre deux systèmes de quartiers, un qui serait complètement standardisé, complètement maillé, comme la ville standard américaine, avec tous les îlots exactement de la même taille.
et un autre qui serait organisé autour d'une forme de hiérarchie avec des espaces de rencontre, des espaces limitant l'accès, des portes. Voilà. Donc là, on est dans neighborhood boundary, dans les limites du quartier. Bon, je vous laisse dessiner au fur et à mesure. Et pour cet exemple, en fait, il cite ce quartier à Augsbourg, en Allemagne, donc, dont j'ai mis une photo, qui n'est pas issue du livre. On voit cette organisation, ce quartier tout à fait particulier, qui est un quartier récent et qui a ses propres limites à l'intérieur de la ville traditionnelle. Et à droite, des exemples qui montrent justement la manière dont la ville traditionnelle, évidemment, il est très nourri de cette ville traditionnelle, eh bien, est organisée autour d'une hiérarchie entre des îlots et des espaces publics et des monuments. Alors, on continue cette succession de patterns avec Accessible Green, donc le vert, le parc accessible. Donc là, c'est ce qu'il préconise, donc ces espaces verts soient régulièrement placés dans la ville à l'intérieur de ces quartiers, avec des intervalles. Alors évidemment, toujours en tant que mathématicien, il essaie toujours de quantifier les choses, donc il donne des valeurs, des dimensions, des quantités. Voilà. Et donc là, on suit toujours cette logique, donc house cluster maintenant. En fait, cette succession de renvois de pattern à pattern montre aussi pour lui qu'on ne peut pas penser de manière isolée, mais que les échelles se renvoient et les questions se renvoient les uns aux autres. Donc, house cluster, donc c'est toujours ce groupe de maisons, qui est un peu la même idée que le quartier. Et donc, voilà, il prend l'exemple d'une maison isolée, un îlot typique dans lequel chaque maison est au centre de sa petite parcelle, qu'il compare à un cluster de 12 maisons qui sont organisées de manière plus organique et qui permettent des porosités et des interfaces plus fortes entre les espaces de la communauté et des espaces verts. Et il prend là l'exemple d'un petit village turc dans lequel les clusters se recouvrent les uns les autres. C'est-à-dire qu'on a des maisons isolées, mais en réalité, la conception fait qu'il y a des interactions entre les maisons. Un élargissement d'espace public, une petite allée qui regroupe 3 maisons. Donc, on a différentes formes de hiérarchie qui permet autant d'espace de contact et de rencontre entre les maisons.
Et donc là, il montre l'exemple de maisons organisées autour d'espaces communs, toujours sous forme de ces petits croquis très simples qui portent à chaque fois une idée. Alors l'exemple qu'il cite là, c'est l'exemple des béguinages de Gand. Vous avez peut-être visité, je ne sais pas, qui est une forme d'organisation d'îlots autour d'un très très grand jardin communautaire, et extérieurement ressemble à des espèces de murs comme ça, qui tout à fait neutres de part et d'autre de la rue. Donc il y a une dimension cachée. La communauté, elle, est dans un espace caché, non perceptible depuis la rue. Alors, tout un intérêt pour les enfants. Hein, on retrouve des choses dont on a déjà parlé sur la façon dont l'image de l'enfant dans la ville révèle la manière dont la conception de l'espace permet à la fois une forme de liberté, des usages, etc. Donc toujours cette icône de l'enfant dans la rue. Et notamment, cette image de l'enfant dans la rue renvoie aussi à tout un certain nombre d'interdictions, de sécurisation de l'espace, de limites qui empêchent l'enfant, et vous voyez ce petit dessin en haut, avec la limite interdite et l'enfant qui dit « you must be kidding », c'est-à-dire c'est une blague. Et donc à partir de cette idée-là, il développe un objectif qui est de créer des espaces dans la ville complètement sécurisés qui permettent à l'enfant de se déplacer en toute sécurité, de traverser les rues, de faire du vélo, etc. Ça s'appelle le bike path. Alors la fenêtre, street window, la fenêtre qui donne dans la rue. Donc dans ces petits dessins, il montre comment la fenêtre peut devenir un objet, et ça on l'a vu avec l'exposé précédent, la fenêtre peut devenir un objet d'usage particulier, de ventilation, mais également un espace de contact avec l'espace public tout en préservant une intimité de l'intérieur du logement. Comme par exemple ici, avec ces fenêtres à l'espagnol, avec des espèces de beaux windows qui à la fois fabriquent une espèce de décor ou d'éléments architectural sur la façade du bâtiment, et dont on comprend bien qu'ils sont des espaces de vie tout à fait particuliers, en plus d'être des lieux de protection entre l'intérieur et l'extérieur, protection pour l'intimité, protection également contre le climat, contre la chaleur. Et là, il dit un alcove street window at ground level, avec ce petit dessin qui montre que ce petit espace d'interface entre le logement et la rue, comme cette alcôve, peut permettre
at ground level, donc au rez-de-chaussée, au niveau de la rue, à la fois de protéger l'intimité du logement et aussi de créer une interaction entre l'intérieur et l'extérieur, l'espace privé et l'espace public. Après, dans cette petite coupe, on comprend bien hein, le rez-de-chaussée par rapport à l'étage. Comment finalement, contre cette idée que tous les étages sont identiques, mais qu'au contraire, le rez-de-chaussée répond à des usages ou à des contraintes particulière par le fait que le problème qui est posé, c'est le problème de la relation avec la rue et de la continuité de niveau avec la rue, alors que le premier étage, le problème qui est posé est complètement différent, puisque c'est celui plutôt où la personne intérieure domine l'espace public et donc regarde l'espace public depuis le haut. Alors, Connected Play, des jeux de connectés, là encore une photo d'enfant dans l'espace public. Ici, le seuil de la maison, représenté encore une fois par un enfant assis sur la marche et qui joue juste à la limite entre l'espace privé et l'espace public. Le Connected Path, donc quand on a vu le dessin tout à l'heure, en fait, qui sont ces espaces dans lesquels l'enfant peut jouer et vivre et jouer et se déplacer dans l'espace public en toute sécurité. Ce lieu ayant pour objectif de connecting, ça veut dire de relier des espaces importants du quartier, de la ville. Et là, il en fait la petite démonstration sous forme de petits dessins, Safe Connections, alors à l'échelle de 64 familles, avec dissocier des rues de fast traffic outside, donc des rues automobiles, et donc ces espaces en marge de la circulation, donc totalement sécurisés. Entrance transition, donc là vous voyez qu'on change d'échelle hein, petit à petit, donc je n'ai pris on n'en est qu'au 112e pattern. Donc là il s'agit de cette idée de transition, mais que c'est une idée qu'il développe, qui lui est chère et qui développe un peu à toutes les échelles du territoire, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas, que la porte n'est pas directement comme ça sur l'espace public, mais qu'au contraire, on a un petit espace de transition qui permet de protéger les accès, d'avoir des lieux de rencontre, voilà. Contre l'entrée abrupte sans transition, on voit bien ce contre quoi il se bat, hein, cette espèce de standardisation avec toutes les fenêtres pareilles, la porte qui est juste une couleur différente et un numéro, mais sans subtilité, le petit jardin qui ne peut pas avoir d'usage particulier, hein, contre toutes ces formes d'entrée qui, dans l'architecture traditionnelle, eh bien, étaient conçues comme un espace de transition dans lequel il pouvait se passer un certain nombre de choses.
qu'il s'agisse de porches, d'escaliers, de petits espaces intermédiaires, de jardins ou autres. Et donc, il explique avec ce petit dessin que l'espace